Hello, hello. Attends, Hello vous Brice, m'entendez? enchanté. Oui. Sincèrement désolé pour le retard. J'ai un client qui est passé pour une urgence. Et voilà que je finis à l'instant avec lui. Pas de souci, j'espère que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ouais, merci. Est-ce qu'on peut se Et même si tutoyer? on peut se tutoyer, ouais, bien sûr. Ok. Je me Alors, suis permis. j'ai vu, ouais, Hein? c'est ça, j'ai vu que tu travaillais chez Crélan. Ouais, tout à fait. Ok. En tant que Depuis, conseiller depuis financier. 5 ans. Ok. Ouais. Et je suis indépendant. J'ai 3 agences. Et je te suis depuis quelques mois, je dirais. Ouais, quelques mois, en tout cas, plus d'une année. Et je suis intéressé par ce que tu proposes. D'abord curieux de savoir comment et savoir ce que tu proposes. Euh, et puis en fonction, ben, je serais tenté en fonction de ce que tu proposes, d'essayer. Ok, ok. Ouais, ben, c'est Ouais, ça, donc, je ne sais j'ai pas du vu. tout comment tu fonctionnes. J'imagine que tu ne fais pas juste de la publication de manière philanthropique, mais que tu as quand même une activité professionnelle derrière tout ça. Évidemment. Ce serait compliqué sinon. Ouais, Mais ok, ouais, je vois. Mais c'est vrai que quand je t'ai envoyé un message actuellement, j'ai vu que effectivement, je t'avais déjà envoyé un document en mai. Donc je me suis dit, ah oui. Ça fait un moment qu'il regarde mes posts, donc c'est super ouais, intéressant. ouais, Et donc tu m'as découvert comme ça par hasard sur LinkedIn et depuis tu me suis, c'est ça, et tu vois les posts au fur et à mesure. ouais, tout à fait. Ok, ok, super. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans les posts? Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre l'appel? Mon approche qui semble me paraître toujours réaliste et sensée, alors qu'il y en a beaucoup qui nous sont plus sur tête quand ils publient et dans parfois dans des raccourcis très rapides. Alors, j'ai aussi parfois le sentiment que tu fais des raccourcis. Euh, c'est un a priori, hein, c'est certainement pas un jugement. Mhm. Mais dans certaines analyses, je serais curieux d'avoir le fond et les fondements de l'analyse qu'il y a derrière, parce qu'il y a certains avis quand même qui m'interpellent. Mais ta méthode qui semble avoir été bien réfléchie et à mon avis techniquement est assez poussée, me donne quand même envie d'essayer. Ok, ok, ok. Bah écoute, ouais, bon, bah, on est là pour discuter un appel de tout ça. Euh, de la méthode, de l'analyse, etc. Et donc, tu me disais que tu étais directeur de 3 agences, c'est ça? Et aujourd'hui, pourquoi Ouais. c'est vrai que ça peut paraître assez étonnant. Pourquoi faire justement, tu me disais que c'était par curiosité dans un premier temps, mais toi, tu dois sûrement avoir déjà des connaissances très très avancées, tu as sûrement déjà accès à pas mal de produits. Alors, quelle est la raison derrière pourquoi prendre cet appel quand Justement toi-même pas. tu Donc as nous, déjà un bon niveau, quoi? Mhm. moi j'ai des agences bancaires, je ne fais pas de trading. Freeland ne propose pas d'activité de trading et les conseils que l'on propose conviennent parfaitement aux personnes à qui on les propose, mais ne sont en aucun cas comparables à ce que tu proposes. Yes. Donc dans l'offre Crélan, tu ne retrouveras jamais du conseil en investissement en action directe, tu ne retrouveras jamais du conseil en investissement en ETF. Mhm. Et donc l'approche que l'on a, c'est pour ceux qui y accèdent, c'est principalement du conseil au travers de fonds et de produits structurés. Je vois. Ils ne reposent pas sur des ETF et donc c'est des produits principalement traditionnels. Donc je dis ça convient à tout le monde. C'est peut-être pas le même avis, mais force est de constater que statistiquement, jusqu'à ce jour, ça convient à pas mal de monde. Et je pense que ce que tu proposes ne répond pas encore aux attentes du commun des mortels. Alors, je dis pas que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20,
il y aura pas une inversion des tendances. C'est ce qu'on est en train d'observer. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet. Il y a de plus en plus de personnes qui sont digitalisées pour investir en eux-mêmes et au travers de personnes comme toi, qui ne sont plus des conseillers en banque, mais qui sont des conseillers indépendants, qui ont des méthodes qui fonctionnent et qui se rémunèrent sur base de leurs méthodes et de leurs conseils personnels sans représenter une marque ou sans représenter un fonds de gestion. Donc, c'est pas parce que je suis conseiller bancaire et que j'ai accès à l'offre créant que considérer que j'ai les solutions qu'il me faut pour gérer mon patrimoine personnel ou celui de mes sociétés. OK. OK, je vois très bien. Non, ça fait sens. Hem, ça fait complètement sens. C'est vrai que moi, je suis d'avis que, en général, la plupart des fonds, heu, peuvent être substitués par des ETF. Donc je suis moyen convaincu quant au fait qu'effectivement les fonds peuvent être, la solution pour la plupart des gens. Je pense plutôt que c'est l'ETF qui, comme tu dis, qui va inverser la tendance. Oui, Pour moi, qui devrait probablement devenir vraiment la référence de la gestion de base. Mais en tout cas, ça fait du sens et je pense que d'ailleurs les banques devraient de plus en plus proposer ça. Mais après, je comprends que ça peut amener à quelques problèmes par la suite. allez, moi je me permets de discuter de ça avec toi parce que je suis transparent comportement. Euh, le modèle tel qu'il est organisé aujourd'hui, il ne va prendre pas chez nous, il est une banque traditionnelle. Et nous, et là, on est un petit poussé dans, dans le terrain du conseil en matière d'investissement, puisque on n'a pas d'activité de banque privée, donc inévitablement déjà nos volumes sont moins importants que au niveau belge, par exemple, des acteurs comme KBC ou Belfius. Yes. Euh, Ces acteurs-là proposent déjà des solutions via ETF parce qu'il y a une réelle demande du marché. Et donc, c'est pour ça que je dis que sans doute qu'à horizon 10 ou 20 ans, il y a peut-être à un moment donné une inversion parce que notamment les structures de coûts sont différentes et parce que notamment on peut potentiellement critiquer le modèle et la structure de coûts des fonds actuellement. C'est sans doute critiquable. Il ne faut pas oublier que la structure de conseil et les équipes derrière sont tout à fait différentes de ce qu'on peut retrouver chez toi ou chez d'autres personnes qui conseillent de manière isolée et potentiellement automatisée. C'est ça qui va mal. C'est clair, c'est clair. Le business model est totalement différent et c'est pas comparable. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais ok, bah écoute, moi je suis très heureux de partager cet appel avec toi et hâte de te présenter un petit peu tout ça en détail. Euh, Actuellement, tu me disais du coup que tu étais plus intéressé par la partie ETF, donc la gestion passive, ça c'est quelque chose qui t'intéresse déjà, je suppose. Et donc, est-ce que tu as déjà mis en place, toi, pour ton compte, déjà un portefeuille Rien basé du sur des tout. ETF? Ok, Rien. ok, ok. Actuellement, les investissements les plus rentables que je fais sont ceux que je fais dans ma société Ok, donc à l'heure pour actuelle, le développement de mon activité. tu plus un profil d'entrepreneur et donc jusqu'ici, tu réinvestissais massivement dans ta société. Là, tu cherches peut-être à te diversifier en bourse, si je comprends bien. Ça, Ok, exactement. ok, je vois. Euh, Bah, c'est super. Ouais, c'est vrai que un entrepreneur, ça c'est particulier. Il est très très concentré dans son activité pendant un long moment, jusqu'au moment où il commence un petit peu à prendre des gains et essayer de se diversifier. Donc c'est vrai que c'est un profil C'est assez ça. intéressant. Mais d'accord, ok. Une Bah, comment? organisation. Pour te donner une idée rapide de mon organisation, Yes. j'ai euh, j'ai trois sociétés. Donc, j'ai ma société de management qui facture Ok. et qui perçoit des dividendes. J'ai ma société d'exploitation qui est l'activité courante dans laquelle sont mes employés. Et j'ai une société immobilière qui est propriétaire de mes agences. C'est un Ok. modèle assez simple. L'immobilière n'a d'activité que l'immobilière et n'aura jamais que ça parce qu'elle accumule pas du tout de cash, puisque elle a des charges de crédit et il y a des leviers qui sont réalisés et ça équilibre. Il y a une accumulation de cash là-dedans. Sinon, dans les deux autres, c'est vrai qu'il y a une accumulation de cash plus rapide. Et même si une partie importante est réinvestie, il y a aussi une partie qui
qui sans doute pourraient ou devraient même être consacrées à une diversification en investissement tel que je le propose. Ok, ok, je vois. Et donc, pourquoi, je suppose que du coup, tu as déjà pas mal investi dans l'immobilier. Est-ce que c'est une volonté de diversifier davantage et maintenant t'orienter vers la bourse parce que tu estimes que tu as déjà assez d'immobilier peut-être? Je sais pas que j'en ai, assez, mais je n'ai pas spécialement beaucoup en soi. 2 agences bancaires, une maison d'habitation propre et un appartement. Heu, mais c'est aussi une question de rentabilité. Je suis pas du tout convaincu que les rendements en immobilier puissent concurrencer les rendements, financiers. Yes, bah je suis Je plutôt pense même d'accord avec ça. qu'ils sont inférieurs. Donc et ça, je le dis aussi à mes clients, les rendements moyens en immobilier me donnent le sentiment d'être situés en net entre 1 et 5, voire maximum 6 dans le meilleur des cas. Et les rendements financiers, mal investis vont plutôt de 3 à peut-être 15 en moyenne. Yes, après ça dépend aussi avec l'immobilier si on prend en compte le levier bancaire. C'est vrai que ça prend une autre dimension, mais je suis Mmh. plutôt d'accord. Et c'est vrai que finalement c'est deux structures très différentes qui peuvent très bien se complémenter d'ailleurs, je trouve. Mais c'est vrai que pour moi, si on devait caractériser l'un, ce serait la bourse avec les intérêts composés qui sont sa principale force, qu'on commence peut-être un peu plus lentement, mais ça finit par avoir une belle courbe. Alors que dans l'immobilier, ça commence fort grâce à l'effet de levier bancaire, mais finalement, il n'y a pas ce côté composé, ou en tout cas, il est beaucoup plus difficile selon moi. Et donc, pour avoir fait des simulations à un moment donné entre l'un et l'autre, à long terme, c'est vrai que la bourse a tendance à quand même battre l'immobilier, justement grâce aux intérêts composés. Donc, plutôt d'accord avec ça. Mais ok, d'accord. Ben, en tout cas, c'est super intéressant. Je sais pas si, je suppose comme ça fait un moment que tu me suis, peut-être t'as déjà sûrement regardé mon profil. Est-ce que j'ai besoin de me présenter ou est-ce que tu sais déjà tout sur moi? Oui, tu peux, parce que je suis pas du tout, genre détective et à Ok. faire un scan de pour donc tu peux quand même, ouais. Bon, bah ça va. Alors, je me présente rapidement. Donc, actuellement, c'est vrai que je parais encore assez jeune. Je vais sur mes 25. Ça fait depuis mes 18 ans que j'investis. Donc, j'ai découvert la bourse au tout début du Covid, lors du crack du Covid, donc 2020, en mars 2020. Et puis donc j'ai commencé à ce moment-là. Je faisais ingénieur de gestion à l'époque et du coup j'ai orienté mon master en ingénieur financier à Louvain-la-Neuve. Du coup que tu connais sûrement, j'ai vu que tu étais dans le Hainaut comme moi. Et, Ouais, du coup j'ai fait aussi j'ai fait un mémoire lié aux stratégies de trading parce que c'est vrai qu'à ce moment-là je faisais déjà du trading, j'étais déjà dedans. Et j'ai fait mon stage de fin d'études en gestion de portefeuille à Bruxelles chez Rothschild, ce qui m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait en milieu professionnel et d'appliquer aussi les stratégies que j'avais déjà développées. Du coup, en milieu professionnel, j'ai pu refaire des portefeuilles clients pour la banque. J'ai pu faire des analyses assez poussées pour intégrer quelques actions dans les portefeuilles clients, etc. Vraiment faire ça à plus grande échelle, puisque là, on parlait plus de milliards plutôt que de milliers d'euros. Et, euh, et donc, euh, à la fin de mes études, j'avais deux choix, soit de continuer dans cet environnement, donc chez Rothschild ou potentiellement dans des fonds d'investissement, ce qui me paraissait un peu compliqué en Belgique si je voulais aller chercher des aspects un peu plus techniques dans des hedge funds. C'est un peu plus compliqué en Belgique, on n'a pas trop ça. Et du coup, j'avais il y a la pas de deuxième. marché, ouais. Ouais, c'est ça, il y a pas de hedge fund. Et j'avoue que les banques, en l'occurrence, ça, pour l'aspect technique, ça m'intéressait un peu moins. Donc, c'était plus les fonds d'investissement qui m'attiraient pour faire des stratégies de trading et d'investissement et appliquer les miennes. Finalement, du coup, j'ai décidé de me lancer, donc c'est-à-dire continuer à trader pour mon compte. Et après 6 mois, je me suis dit, ok, bon, j'ai besoin d'un aspect social et j'ai décidé de lancer AlphaWise, donc en tant qu'indépendant, où en fait, le but c'était vraiment d'orienter les personnes pour investir en bourse. Et donc, pourquoi j'ai lancé ça à la base?
C'est parce que ça faisait déjà plusieurs années que je conseillais des amis, et cetera, et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, bon, j'ai une super bonne méthode, ça a fonctionné chez déjà beaucoup de personnes. Pourquoi pas monétiser ces connaissances?» Et donc en fait, c'est parti, du portefeuille. Donc tu as dû sûrement pas mal voir, dans mes posts, donc un fameux portefeuille passif dont le but, c'est d'avoir un maximum de performance et d'avoir le plus de résistance, aux crises possible. L'objectif, c'est vraiment de pas forcément se prendre la tête, donc d'avoir quelque chose le plus passif possible. Et donc ça a démarré de là, et voilà, de fil en aiguille, je continue cette activité en plus de mes investissements perso. Du Donc, coup, ouais, si tu montes au niveau d'Alpha, c'est ton portefeuille personnel. c'est ça. Pour l'instant, je suis tout seul. Je fais appel à un freelance qui m'aide, bah voilà, entre autres sur LinkedIn. C'est un peu compliqué. Et moi, je préfère la partie finance, mais c'est ça, je suis tout seul, officiellement, le seul fondateur. Donc, voilà. Une personne depuis quand? Comment? Des clients depuis quand? Officiellement, je prends des clients, donc je me rémunère depuis à peu près janvier-février. Mhm. Officieusement, officieusement depuis déjà 3 ans, je dirais. Depuis 3 ans, mais pas sous forme de société, c'est-à-dire que je le faisais gratuitement de base, famille, les amis, etc. Voilà, comme ça commence habituellement. Ouais, Et, mais sinon, j'ai commencé à me rémunérer sur cette activité-là, janvier-février. ok, Donc voilà, donc comme ça, tu as un petit peu une idée de mon parcours, de ce qui m'a amené ici aussi jeune, parce que c'est vrai que ça peut paraître choquant parfois. Pourquoi un jeune irait te donner des conseils, pourquoi il est tout seul? Mais ouais. voilà. Ça me choque pas du tout et ça ne me choque pas du tout et ça ne m'étonne pas du tout. Moi, j'ai 37 ans. Comme je dis, je fais pas du tout, pas de l'activité de trading et j'ai pas de, on ne conseille pas en plus dans mes équipes sur cette activité-là. Donc, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses et de conseils à me donner dans sa matière sur ton âge. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne, donc évidemment, je l'ai beaucoup travaillé. Je l'ai beaucoup fait aussi quand j'ai rédigé mon mémoire. J'ai décortiqué énormément de tout ce qui s'est fait, articles scientifiques, etc. Donc, ça m'a permis d'avoir vraiment une bonne base théorique euh, et sur laquelle m'appuyer. Et donc, au final, aujourd'hui, le portefeuille, c'est un peu la mise en pratique de ce que j'ai pu voir en théorie, de ce que moi j'ai pu expérimenter. Donc, c'est le fruit de l'expérimentation, de la théorie. Et, euh, donc, ça donne ça globalement. Donc, donc, ce que je te propose, si ça te va, c'est que je te partage mon écran et je t'explique peut-être, ça va être un peu technique à certains moments, mais je t'explique un petit peu, voilà, comment ça Ouais, fonctionne et ce que ça donne concrètement. Donc, voilà, est-ce que tu vois mon écran? Yes? T'arrives à voir? ouais, ouais, très bien. Ok, super. Bon, donc comme je t'ai dit, le challenge quand j'ai créé ce portefeuille, c'était vraiment voilà, c'était dans la même optique dont tu me parlais, un fond. En fait, le but c'était d'avoir quelque chose euh, pour le commun des mortels entre guillemets, quelque chose de très très simple, euh, qu'on gère le moins possible, qui allie à la fois performance, mais aussi voilà, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de la bourse, ils ont un peu du mal avec les crises, la volatilité. Donc, l'objectif aussi tertiaire, c'était vraiment d'avoir une certaine résistance aux conditions de marché les plus difficiles. Et donc, voilà, il fallait cocher ces trois cases-là. Et ce portefeuille a été fait au départ pour mon frère qui venait d'avoir justement un travail et qui voulait investir une certaine somme chaque mois. Et donc, à la base, je l'avais fait pour lui. C'est un peu plus tard que j'ai commencé à le monétiser.
Donc, ce qu'on va voir ici, c'est en tout premier, je vais te partager un petit peu, donc les 3 premiers points, c'est un peu la partie qui peut être un peu technique, entre guillemets, hein, enfin, c'est technique, mais c'est très simplifié. Mais je vais vraiment te partager les concepts qu'il y a derrière et concrètement les résultats. Donc, tu as pu voir dans les posts comment c'est possible de les atteindre, ce que ça donne. Donc, en premier lieu, je vais te parler un peu de la structure des portefeuilles, comment c'est possible de faire des performances comme je vais te montrer, comme du coup tu as sûrement vu dans les posts. Et en troisième point, euh, concrètement, ce que ça a donné en période de crash des marchés, donc par exemple en avril dernier, pendant le Covid, en 2022, ce que le portefeuille a fait. Et on va pouvoir aussi regarder un petit peu historiquement, si on simule depuis 2010, voilà, tout ça ensemble, ce que ça a donné si on devait simuler ça depuis 2010 en termes de résultats. Et puis à la fin, on va comparer ça à des solutions un petit peu plus traditionnelles, donc pas forcément des fonds, mais des ETF, voilà, qui sont un peu plus populaires, donc sur lesquels à peu près, voilà, la plupart des gens qui investissent en bourse ont tendance à investir eux-mêmes. Donc essayer de, voilà, montrer la valeur ajoutée que ça peut apporter. Donc on commence. En tout cas, n'hésite pas à me couper à certains moments si tu as des questions. Parce que moi, des fois, j'ai tendance à être pris dans mes explications. Et donc, n'hésite pas à me couper, etc. si tu as des questions, si c'est pas clair. Voilà. Donc, la première slide ici, donc c'est l'allocation. Ici, il faut savoir que je vais prendre comme exemple un modèle de portefeuille en particulier. J'en ai plusieurs selon justement le profil de risque de la personne. Donc ici, je vais te montrer un portefeuille qui est relativement agressif, donc pour des personnes qui sont prêts à encaisser un peu plus de chute de marché quand ça va pas, mais en contrepartie, quand ça va très bien, il y aura beaucoup plus de rendement. Donc c'est un profil que j'appelle plus semi-dynamique. Voilà, je me suis inspiré des banques, un profil assez avancé. Et donc ici, tu peux voir qu'il y a le cœur du portefeuille qui représente à peu près 2 tiers le cœur action, donc ça va être vraiment axé sur le marché action, donc sur différentes zones géographiques, etc. Mais vraiment, on parle d'action ici, action d'entreprise. À peu près 30% du portefeuille que j'appelle la partie anti-crise. En fait, ici, le but, c'est d'avoir déjà des actifs qui vont te permettre de compenser quand il y a des crises de marché. Donc, typiquement, voilà, il y en a énormément. Il y a de l'immobilier, il y a des matières premières, il peut y avoir énormément de choses, des obligations. Et en fait, tu peux essayer d'aller chercher justement des actifs qui ont tendance à moins chuter quand le marché action baisse, voire même à compenser. Et ici, une toute petite part, donc qui représente 5% du portefeuille, que j'appelle le booster. Ici, le but, c'est d'aller justement chercher déjà un peu plus de performance sur une infime partie du portefeuille. Donc, c'est justement, je vais le dire un peu plus tard, mais des actifs qui ont tendance à être déjà un peu plus volatiles, mais en contrepartie qui sont déjà beaucoup plus rentables en moyenne que le reste du portefeuille. Et donc, on va pouvoir essayer de profiter de cette effervescence et sans trop engranger de risques sur le reste du portefeuille. Donc voilà, est-ce que tu as déjà une question ou pas sur la répartition du portefeuille? Non, pas de question. Et bien donc alors je vais te présenter, là ça va être vraiment voilà, l'aspect qui peut être un peu embêtant pour certaines personnes ou alors certaines personnes qui peuvent aimer. Je vais te présenter 3 concepts principaux derrière bah, voilà, la construction du portefeuille. En premier, dans la prochaine slide, ça va vraiment concerner uniquement l'aspect performance. Donc concrètement, comment j'ai pu faire pour aller chercher une performance comme celle-ci et comment j'ai sélectionné mes différents ETF. Donc ce qui va se passer là c'est vrai que c'est l'aspect dont on n'entend pas souvent parler, mais quand on lit des articles académiques, financiers, etc., il y a quelque chose qui revient souvent, c'est ce qu'on appelle l'effet momentum. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler à un moment. Non. Sûr, ça va que c'est ça, mais Oula, je t'ai pas très bien entendu. peut-être, je dis le momentum, j'ai l'impression de savoir ce que c'est, mais l'effet momentum, non. On Mais peut donc tu peux considérer, peut-être ouais, c'est ça, tu peux peut-être me donner une idée que tu as derrière la tête. c'est ça, donc pour moi, le momentum, c'est
Récemment, Trump qui fait son annonce par rapport à la guerre commerciale entre les douanes, le marché qui corrige de 15%, mais là, il y a un momentum. La crise Covid, le marché qui décroche de 35%, mais c'est pour un momentum. Début de crise de guerre en Ukraine. Pour moi, le momentum, c'est considérer qu'il y a une opportunité de marché dès le moment où le marché, dans son ensemble, a décroché de 10, 15, 20 ou 35% ou 40, si on parle. Ok. Euh, je vois, mais c'est un peu différent. Le momentum, globalement, c'est un petit peu vraiment la puissance, la vitesse à laquelle peut aller un marché. Donc typiquement, si je te prends un exemple concret, Nvidia, action qui a super bien performé les 10 dernières années, quand tu regardes son cours de bourse, il est vers le haut, quoi. Il a un momentum très puissant, il augmente à une vitesse très rapide, et donc son rendement moyen par année est super élevé par rapport au reste du marché. Et donc ça se traduit concrètement par un momentum qui est plus fort que le marché. Donc concrètement, si tu regardes son cours de bourse, il grimpe juste beaucoup plus vite, quoi, en moyenne. Donc malgré le fait qu'il y ait des périodes assez difficiles où ça peut chuter de moins 40, moins 50%, si tu prends vraiment sur une période suffisamment longue, tu vois que ça grandit de manière ça croît de manière assez rapide. Ça, c'est le momentum. Et donc ça, c'est un aspect qui était beaucoup étudié dans beaucoup d'articles académiques, etc., comme ce qu'on appelle, bon là c'est la partie peut-être un peu embêtante, mais une inefficience de marché ou une anomalie de marché. Donc c'est-à-dire c'est vraiment un effet qu'on peut exploiter sur le marché, potentiellement aller chercher des rendements supplémentaires. Et donc globalement, l'effet momentum, c'est capitaliser sur justement des actifs qui ont tendance à mieux performer que la moyenne du marché, parce qu'elles ont une plus forte probabilité de continuer à mieux performer que le marché. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que on va vraiment capitaliser sur ce qui performe bien depuis X temps, parce que la probabilité est dans le sens que ça continue comme ça pendant un certain temps. Et donc, C'est concrètement, l'inverse de mhm. l'avis un peu simpliste qui va dire qu'une action est devenue trop chère. C'est ça, c'est exactement le contraire. Des fois, on se dit, waouh, c'est tellement haut, je peux pas investir là-dessus, c'est pas le bon timing. Alors qu'en fait, les études montrent qu'à l'inverse, si tu justement investis dans une action qui est déjà super bien montée, etc., même si ça paraît contre-intuitif, ça montre de bien meilleurs résultats à long terme que justement acheter des actions qui ont énormément chuté dernièrement. Et ben là, ça donne de beaucoup, beaucoup moins bons résultats. Donc typiquement, dans le premier exemple, tu peux surperformer le marché avec ce genre de stratégie. Alors que dans le deuxième, où tu essayes de timer le marché et justement, tu vois une action qui a fait moins 50%, tu dis que c'est une opportunité. A contrario, ici, là, tu as tendance, les études le montrent, à faire moins bien que le marché. Donc, moins bien que la moyenne. Et donc ici, pour illustrer l'effet momentum, tu vois un graphique ici qui montre un ETF qui va exacerber cet effet. Donc il est construit de telle manière, je ne vais pas donner trop de détails, mais il est construit de telle manière à exacerber cet effet-là, contre un ETF qui est beaucoup plus traditionnel, donc le S&P 500, que tu connais sûrement. Et quand tu fais le ratio entre l'un et l'autre, tu vois que depuis 30 ans, celui avec un plus fort momentum a tendance justement à mieux performer, et on voit que c'est assez consistant, c'est assez robuste sur 30 ans là, et donc ça illustre bien ce rendement supplémentaire, cette surperformance. Bien sûr, il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué, là tu vois en 2000 ou en 2008, etc. Mais quand tu regardes sur suffisamment longtemps, c'est à ce moment-là que tu vois que effectivement le momentum est super intéressant à exploiter. Et donc ça ici, c'est vraiment, voilà, je t'ai montré l'aspect entre guillemets quantitatif, l'aspect technique. Derrière, il y a une réalité économique de pourquoi tel ou tel actif, pourquoi tel ou tel secteur performe mieux que la moyenne du marché. Et ça va se retranscrire sur voilà, une réalité économique, de la macro, etc. Par ce qu'on appelle justement des méga tendances. Donc derrière, typiquement, une méga tendance qui est très connue, c'est voilà, c'est le secteur technologique. Depuis 25 ans, ça dure. Au début, ça commence avec Internet, maintenant ça se prolonge avec l'IA. Peut-être que bientôt les crypto-monnaies vont être de la partie dans les marchés traditionnels. Et donc en fait, c'est une méga tendance. Et quand tu regardes justement le secteur technologique, il croît beaucoup plus rapidement que le reste du marché. Donc si tu prends le secteur financier, etc. Et donc, tu as à la fois l'aspect technique, donc statistique de la chose, et tu as à la fois vraiment une retranscription dans le monde réel
euh, euh, concrètement, donc avec des méga tendances. Est-ce que je t'ai perdu ou est-ce que ça fait du sens? Ouais, c'est ça. Très clair et ça fait sens. Ok. Avant de passer à la slide suivante, est-ce que tu as une question sur cet effet-là? Ok. Bah donc ici, vraiment, c'était uniquement l'aspect performance. Donc c'est là, ça va être la base de comment on va sélectionner les différentes composantes de manière individuelle pour créer un portefeuille. Mais là, vraiment, on a seulement une petite partie. Maintenant, voilà, dans un portefeuille, il y a plusieurs composantes et toutes les composantes ne se combinent pas forcément super bien. Et donc, il va falloir regarder comment certaines composantes du portefeuille vont évoluer en fonction d'autres. Et donc, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est la décorrélation. Donc, je vais te prendre un exemple assez simple pour illustrer ça. Si tu prends le marché action et le marché obligation, ils vont pas évoluer de la même manière. Ils ont des cycles différents, ils sont forcément, euh, ils sont pas guidés par forcément la même chose dans l'économie. Et donc, euh, et donc concrètement, quand on les met à deux dans un portefeuille, ça peut être intéressant. Ça va créer de la diversification. Et nous, ce qu'on va chercher en créant un portefeuille, c'est une diversification assez intelligente. Donc justement, pas bêtement aller mettre, voilà, tu mets telle action puis telle action, ok, c'est diversifié, mais derrière, si telle action a tendance à monter quand l'autre monte et a tendance à baisser quand l'autre baisse, bah c'est pas vraiment intéressant, c'est comme si on investissait un peu dans la même chose. Donc nous, on va aller chercher justement de la décorrélation avec justement des cycles différents. Donc typiquement, voilà, je t'ai donné l'exemple obligation-action, tu peux aller sur les matières premières, l'immobilier, etc. Il y a énormément de choses à faire avec les produits cotés. Et donc tu peux diversifier à travers les secteurs, à travers les zones géographiques et aussi surtout par rapport aux différentes classes d'actifs qui peuvent donner des cycles différents. Et le but derrière ça, concrètement, tu peux le voir dans l'exemple ici avec ce qui est entouré, c'est que quand les marchés chutent, quand ça va pas forcément très bien, si tu vois pendant le Covid, si tu as bien diversifié ton portefeuille, tu as des composantes qui vont chuter et peut-être que d'autres dans le portefeuille vont avoir tendance à monter ou à être stables. Et ça va vraiment jouer le rôle de parachute quand les marchés vont pas super bien. Et donc ici, tu as deux courbes de deux actifs différents. Tu vois qu'en bleu, il y en a une qui chute alors que pendant que l'autre monte. Et donc si tu mets les deux dans un même portefeuille, celle en doré va avoir tendance à compenser celle en bleu et finalement la chute sera vraiment beaucoup plus atténuée. Est-ce que tu as des remarques par rapport à ce concept? Ok. Donc voilà, donc ça c'était vraiment l'aspect comment on va faire pour combiner les actifs ensemble qu'un portefeuille qui fonctionne plutôt bien. Donc on a vraiment le premier concept, c'est aller chercher du rendement. Le deuxième ici, c'est avoir une certaine résistance aux chutes de marché. Et là, je vais te montrer un dernier concept, c'est comment on va faire pour faire vivre le portefeuille. Donc globalement, ce qui peut se passer, c'est que si tu mets, par exemple, pour reprendre l'exemple, si tu prends 60% actions et 40% obligations, bah, c'est vrai que le marché action, historiquement, a tendance à mieux performer que les obligations. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que d'une année à l'autre, peut-être que ça se transformait en 65-35 dans ton portefeuille, que le marché action aura relativement mieux performé. Et donc, à force de voilà, à force des années qui passent, tu peux engranger beaucoup plus de risques que ce que tu avais prévu en créant ton portefeuille, parce que justement les composantes les plus volatiles vont tendance à prendre plus de place. Elles sont les plus performantes, mais en général elles sont aussi les plus volatiles. Les deux sont très liés. Et du coup, ici tu peux voir dans un graphe que si tu introduis justement ce qu'on appelle du rééquilibrage, donc simplement tu revends une partie de ton portefeuille qui a bien performé et tu la renvoies, tu la redistribues vers le reste du portefeuille. Donc ça, c'est le rééquilibrage. Et ben, ça a tendance à avoir une meilleure résistance aux chutes de marché. Donc ici, on voit dans les années 2000 et 2008, on voit qu'un portefeuille qui est rééquilibré chute moins qu'un portefeuille qui n'est pas rééquilibré. Et donc, Mhm. c'est assez intéressant à exploiter pour justement avoir une meilleure gestion du risque. Donc voilà, donc ici, derrière le rééquilibrage, il y a pas mal de concepts vers finalement ce concept qui est assez simple.
c'est qu'à la fois, bah, si tu as différentes composantes du portefeuille qui performent bien, ça va vraiment te permettre comme tu peux voir ici, de revendre ce qui a déjà bien augmenté. Donc ça va vraiment te permettre d'acheter bas et de vendre haut, mais sans même réfléchir, puisque ça se fait automatiquement avec le rééquilibrage. Ça va vraiment te permettre aussi de maintenir ton portefeuille aligné avec ton profil de risque. Donc, typiquement, si à la base tu avais prévu voilà, d'encaisser un certain niveau de risque, le fait de rééquilibrer, ça va permettre de rester aligné avec ce pourquoi voilà, tu avais commencé. Et puis, en fait, bah, ça rejoint le premier point, ça va vraiment permettre d'extraire de la performance. Tu vois, je t'avais montré au tout début une petite partie du portefeuille qui représente 5%. Ça va vraiment permettre d'extraire de la performance vers des actifs qui sont considérés comme plus volatiles et de la redistribuer vers des composantes plus stables. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir aller chercher de la performance sans non plus engranger trop de risques en contrepartie. Donc voilà. Ça te paraît clair, le rééquilibrage? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Si. Oui, j'ai pas très bien entendu. Oui, c'est clair et je connais le principe. Ok, ok, ça va. Et donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu la partie entre guillemets technique. Technique, sans trop aller dans le trop technique non plus, mais je pense que c'est important de comprendre voilà ce dans quoi on investit, etc. et pourquoi ça fait du sens. Du coup, bah, dans les prochaines slides, je vais te montrer un petit peu concrètement ces concepts quand ils sont appliqués, quand tu les mets vraiment en pratique dans le monde réel, ce que ça donne en termes de résultats. Je suppose que tu as déjà des idées si tu as vu mes posts. Euh, c'est quoi un petit peu déjà qu'est-ce que tu as pu voir déjà dans mes posts en termes de résultats? Comment? Question. Je t'entends pas super bien, des fois ça coupe un petit peu au début quand tu commences à parler. Je disais, je n'ai pas bien compris ta question. Ah oui, ben donc si justement avec tous les posts que tu as pu voir sur LinkedIn, si justement tu avais déjà une idée, peut-être dans un des posts que j'avais lu, des performances du portefeuille. Mais je t'avoue que j'ai pas retenu les performances, mais j'ai vu que ce que tu annonçais dépassait largement ce qu'on peut voir comme rendement moyen en fonds traditionnels. Ok. Mais donc je vais te montrer les résultats. Bon, sache que c'est effectivement assez élevé et que c'est vrai que quand on a l'habitude de rendement forcément plus simple ou l'immobilier, etc., ça peut paraître assez exacerbé, mais ici tu peux voir une simulation justement du portefeuille qui est appliqué depuis 2010 jusqu'à peu près 2025, donc sur 14 ans ici. Et donc dans la simulation, tu as mis 10 000 euros voilà, au tout début, et à la fin, après 13-14 ans, tu ressors avec environ 140 000 euros. Donc ici, le taux de croissance dans cette simulation est à peu près de 21% dans ce portefeuille-là, donc ce profil de risque. L'écart type, c'est la volatilité, donc c'est ce qui est considéré Ouais, comme une mesure du risque, voilà, communément ouais, je accepté. connais Et ça. donc, ouais, donc voilà, ici, la volatilité est alignée avec ce que tu vois sur les marchés. Donc en fait, le but ici, c'est d'avoir une volatilité à un niveau de risque plus ou moins similaire, mais d'aller chercher un peu plus de performance. Donc c'est comme ça qu'il a été créé. Et donc voilà, donc à remettre en perspective aussi que les 15 dernières années sont quand même assez exceptionnelles sur les marchés. C'est 21% quand les marchés, eux, font dans cette période-là à peu près 14. Ils font pas 8% non plus, ils en font 14. Ça reste une surperformance notable, mais on parle pas de 15% en plus, quoi. Et avec une moyenne qui est, et ça on le voit très bien dans ton graphique, qui est fortement influencée par les 3 dernières années. Effectivement, les 3 dernières années sont super bonnes, que ce soit tant pour le marché que pour mon portefeuille. Notamment tu peux le voir depuis 2022, la période est assez exceptionnelle grâce justement voilà, une très belle reprise. En général, après les crashs, ça reprend assez bien. Tu vois ici le Covid, ça c'est le Covid, ça a commencé à prendre Ouais. une belle tendance après. Ici, c'est la guerre en Ukraine pour une période de forte inflation pendant un an.
Donc ici, on est en 2022 et là, on continue. Et ici, la petite baisse que tu vois, c'est les tarifs douaniers de Trump en mars-avril dernier, que maintenant qui représente vraiment. Enfin, il faut que je mette à jour le graphique, mais il est déjà reparti sur de nouveaux sommets. Et effectivement, ouais, c'est vrai que là, tu vois une accélération. Euh, Aussi, ce qui est intéressant, c'est, je pense, qui joue dedans, c'est le côté intérêt composé de la chose. Ici, l'échelle à gauche est linéaire. Tu vois, vraiment, ça monte de 10 000 en 10 000. Alors que quand tu investis suffisamment longtemps, avec les intérêts composés, ça devient exponentiel. Et donc, c'est pour ça que tu as l'impression que ça s'accélère. Effectivement, le marché était très bon, mais en plus de ça, il y a les intérêts composés Ouais, qui ouais. commencent à se matérialiser. Donc voilà, ici, le ratio de Sharpe, c'est une mesure qu'on utilise souvent dans les articles qui permet vraiment de comprendre le rendement ajusté au risque. Donc concrètement, souvent, certaines personnes qui proposent des rendements assez élevés, mais en contrepartie, le risque aussi est élevé. Et ici, ce ratio permet vraiment de savoir, OK, quel rendement j'ai pour chaque unité de risque. Et donc, il faut savoir ici que bah, les marchés, sur cette période-là, on tourne à peu près autour de 0,8, 0,9 de ratio de Sharpe. Et ici, on a un ratio à peu près Ouais, beaucoup plus élevé. je suis- ouais, ouais. J'ai plus entendu pendant quelques secondes que mon casque est connecté sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Là, c'est Ah, bon. pas de souci. Mais donc, je parlais du ratio de Sharpe. En fait, c'est Ouais. une mesure. Tu la connais, je suppose, tu connais le ratio. Ouais, voilà, donc le ratio ici, sur cette période-là, on tourne aux alentours des 0,8-0,9 pour le marché, qui est donc une super bonne période par rapport à la moyenne. Et dans le cas du portefeuille, on est déjà sur un meilleur ratio. Donc, ça montre que quand on prend la performance ajustée au risque, elle est meilleure. Donc, on a une meilleure performance par risque. Et donc, ce qui va être intéressant à regarder dans la prochaine slide, ici, voilà, ça en met plein la vue, la courbe est belle, elle fait des super bons rendements, 21%, c'est exceptionnel. Mais ce qui est important aussi de regarder, c'est ce que ça fait en période de chute. Donc, typiquement ici pendant le Covid, ici en 2022, dernièrement pendant les tarifs, et puis voilà, pendant toute cette période. Donc, je vais montrer un graphique. Donc, ici, c'est un graphique voilà, sur la même période des différentes chutes du portefeuille. Donc, dans quelle proportion ça a pu chuter. Et on voit que le portefeuille tient bien les chocs. Typiquement, là, super bien tenu dernièrement en avril. Je sais pas si tu as eu beaucoup de clients qui ont appelé parce que justement, il y a eu une belle chute des marchés. On n'a pas eu, on n'a pas eu beaucoup de stress, Ok, et on n'a pas eu de sortie. Ça a été suffisamment court. Mais je vais considérer que on a raison. Donc, je t'entends pas calme, super bien. Je sais pas si le micro est bien mis. c'est mon micro qui je disais, on n'a pas eu de, trop d'inquiets et on n'a pas eu de sortie pas eu de sortie de marché. Donc, Ok, c'est assez ouais, non, simple à mais faire. je posais la question parce que c'est vrai que dès qu'il y avait une petite baisse, quand j'étais chez Rothschild, il y avait plein de clients qui appelaient. Et Ouais. pareil chez ING d'ailleurs, enfin voilà, dès qu'il y avait le crack en mars, je me souviens que j'étais dans une agence ING et je voyais un gars qui venait en panique pour tout revendre. Et ce qui est marrant, c'est que le temps que les ordres passent, enfin ce qui est marrant, c'est pas marrant pour lui, mais bon, enfin, Mhm. les ordres, le temps qui passe, voilà, ça prend un certain temps, quelques jours ouvrés. En fait, on avait atteint le point bas sur le marché et il l'a littéralement vendu le jour du plus bas et depuis le marché a dû faire plus 30%. Et je pense qu'il avait les vendu pour 150 000 euros. Donc voilà, je sais que ça peut créer de la panique. Donc c'est quelque chose d'assez important à considérer justement à quel point un portefeuille peut être résistant aux périodes de turbulence. Et donc on voit ici que forcément il est très très résistant. Après, c'est regarder de manière brute, c'est super important, mais voilà, typiquement sur les 15 dernières années, quand tu regardes par rapport au marché, il a systématiquement moins baissé que le marché. Et donc c'est aussi ça qui est important à regarder, c'est qu'à chaque fois, voilà, que ce soit pendant le Covid, là j'ai pas, il n'y a pas le graphe, mais pendant le Covid ou en 2022, le portefeuille a systématiquement tenu mieux que le marché. Voilà, il a baissé évidemment, mais il a baissé moins que le marché. Donc c'est quand même un point assez important. Et je pense que la meilleure occurrence était littéralement dernièrement, là, mars-avril,
quand le marché a chuté de -25 au plus bas, le portefeuille, lui, il a à peine baissé de 7-8%, et franchement, je pense que c'était la meilleure occurrence possible. Donc ça, entre autres, c'était vraiment grâce à la partie anti-crise et justement à ce concept de rééquilibrage. C'est que vraiment on a atteint le point bas du marché sur la fin d'un mois, et donc il y a eu lieu le rééquilibrage, donc justement où on a revendu la partie anti-crise pour acheter tout ce qui est partie action, et au final ça nous a permis à la fois d'avoir une baisse beaucoup plus faible du marché, et en plus de rebondir relativement assez vite grâce au rééquilibrage en fin de mois. Donc c'est grâce au concept présenté. Voilà, pour un petit peu achever tout ça, globalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est passif. C'est des ETF, pas grand-chose à faire. La seule chose à faire, c'est passer les transactions et rééquilibrer une fois de temps en temps. Donc, globalement, ça prend pas plus de 5 Ok. minutes par mois. C'est automatisé, donc c'est-à-dire que ça laisse pas de place à la réflexion. C'est vraiment les règles, etc. Il faut suivre le plan. Derrière, on se pose pas la question de est-ce que je devrais vendre, je pense que les marchés sont trop hauts, etc. On enlève tous les biais émotionnels. Là, on est vraiment sur quelque chose de déjà planifié, et il faut pas déroger. Et aussi, un autre point qui est assez important, est-ce que tu as déjà entendu parler de la robustesse? En fait, la robustesse, c'est globalement, c'est la capacité euh, d'un modèle à pouvoir prolonger ses résultats. Donc globalement, ouais, c'est super, les résultats des 15 dernières années sont incroyables, mais là tu te poses peut-être la question de est-ce que ce sera pareil les prochaines années? Et donc là on parle de robustesse, et ici dans ce cas présent, il y a plusieurs facteurs qui font que effectivement c'est un modèle robuste, entre autres tous les concepts que je viens de te présenter, qui ont été beaucoup étudiés, etc., qui font du sens. Il y a énormément d'études sur le sujet. Une autre raison, c'est le fait qu'il s'agit uniquement d'ETF. Et il faut savoir que la construction des ETF est déjà robuste. Donc la manière dont ils sont construits, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais leur formule mathématique, etc., pour construire un ETF est déjà robuste. Et donc c'est pour ça que derrière le S&P 500 ne fait que monter depuis plus de 100 ans. C'est parce que malgré les crises, la façon dont il est construit est robuste. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à sortir des entreprises qui ne performent pas bien Mhm. et à accorder une pondération plus élevée pour les entreprises qui, elles, performent mieux. Et donc, il y a un pouvoir auto-nettoyant, en fait, qui va Ouais. venir, au final, c'est un peu l'effet momentum dont je parlais. Et en fait, tout ça, c'est super intéressant, c'est ce qu'on exploite, c'est que des ETF. Et en plus de ça, on le fait encore mieux parce qu'on en a plusieurs des ETF. On n'en a pas qu'un seul, on a plusieurs ETF pour former le portefeuille. Et donc, tous ces points-là expliquent pourquoi le portefeuille est robuste, continue à faire mieux que le marché. Donc il n'est pas robuste pour faire 20% par an, parce que voilà, si demain on vit une période comme les subprimes, il ne va pas faire 20% par an. Il est robuste pour faire relativement moins pire que le marché quand il chute et faire mieux que le marché quand il monte. Donc il est robuste dans ce sens-là. Donc c'est une question vraiment de relatif. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Ici, là, tu vois la dernière petite slide. Euh, voilà, qu'est-ce que ça donne concrètement ce portefeuille-là en bleu comparativement à des indices de marché plus connus? Ici, c'est le S&P 500 en rouge et en jaune le MSCI World. Et donc sur 13 ans, et donc on voit que ça commence avec un petit écart qui n'est pas flagrant au début, les années passent, etc. Et puis finalement, en fait, l'écart commence à s'accélérer. Et point important à noter, c'est qu'il se maintient plutôt très bien en période de crise, et que finalement on va vraiment créer un écart constant au fur et à mesure des années. Et finalement, après 13 ans ici, dans le cas de simulation, pour un montant investi au départ, on passe du simple au double par rapport au S&P 500 et du simple au triple par rapport au MSCI World. Donc la valeur ajoutée finalement, c'est vraiment l'écart. C'est la valeur ajoutée entre est-ce que tu investis tout seul, si tu commences à apprendre, etc., comment investir dans les ETF, ce que tu vois sur YouTube, ouvrir un courtier, etc. Si tu investis tout seul, tu vas probablement faire la courbe jaune ou rouge. Et la valeur ajoutée entre ce que moi je propose, globalement, c'est la courbe bleue. C'est un quart d'heure. Juste pour te donner une idée, je peux retourner dans la présentation. Ah non, c'est fini là, c'est fini. Ok.
Donc voilà, est-ce que tu as des questions sur la présentation? Ouais. Ça fait du sens pour toi, tout ça, aucune question? Comment ça se passe en pratique? Comment ça se passe en pratique? Globalement, c'est assez simple finalement. En pratique, c'est on refixe une visio. Euh, il faut que tu aies déjà un compte ouvert chez un courtier ou dans une banque, etc. Et puis là, tout simplement, je te guide pour quels ETF il faut acheter pour faire le portefeuille. Concrètement, c'est pas plus difficile que ça. Et voilà, donc juste replanifier une vidéo, ça va nous prendre peut-être à peu près 1 heure. Si tu as déjà au préalable effectué l'ouverture du compte, probablement moins que ça. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir te montrer comment passer les transactions pour les différents ETF, comment automatiser l'ordre. Tu vois, si tu mets une certaine somme chaque mois, on peut faire un ordre automatique. Ou alors si tu mets juste une grosse somme au départ. Et donc, je vais pouvoir te montrer ça en visio et globalement, c'est ça en pratique. Revolut? Revolut, moi personnellement, ce que j'utilise, c'est plus Interactive Broker. Je sais pas si tu connais. Quelqu'un c'est connu. Enfin, après, ça dépend de la taille de ce que tu investis, de ton patrimoine, etc. D'ailleurs, si c'est possible de le savoir, je peux mieux t'aiguiller là-dessus d'ailleurs. Tu compterais investir avec combien potentiellement en bourse? Les montants que j'ai envie d'investir sont conséquents, mais là, j'ai un risque contrepartie qui est élevé sur toi ou sur les solutions que tu proposes. Donc, ce serait limité dans un premier temps. Qu'est-ce que tu veux dire par risque de contrepartie? Le fait que ça correspond à la plateforme, tu vois, Interactive Brokers, imaginons que j'aille pousser 50 000 euros sur via ce canal-là et qu'il faillite, c'est pas mon argent, quoi. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais bonne nouvelle, du coup, tu n'as pas de risque de contrepartie parce que, en l'occurrence, si tu vas pas m'envoyer les fonds et moi je vais gérer pour toi, vraiment, tu vas avoir ta propre plateforme, etc. Et moi, ce que je fais, c'est que je fournis la solution. Mais derrière, c'est Oui. toi, tu as accès total. Moi, j'ai aucun accès sur tes sous, etc. Donc, vraiment, tu peux choisir n'importe quel courtier. Si tu veux faire Revolut, tu peux faire Revolut. Moi, derrière, la valeur, c'est vraiment de te donner justement cette solution que tu peux appliquer. Mais en fait, tu terminerais sur nos entretiens futurs, alors. Sur quoi? Tu vas me dire sur nos entretiens futurs, sur les visio. Alors, il y a deux Comment est-ce que tu vas choses. monétiser ton conseil? Yes, comment je fais pour monétiser? Alors, il faut savoir, bah, j'aurais bien aimé prendre un pourcentage, mais en l'occurrence, je ne peux pas parce que c'est un portefeuille passif. Et donc, ça fait pas forcément de sens de créer voilà, une récurrence parce que forcément, au bout d'un moment, t'as plus besoin de moi, quoi. Le but, c'est d'être autonome. Et donc, en fait, il y a différentes choses. Je vais te partager mon écran encore une fois. Hop. Ici, normalement, tu vois mon site, que tu vois bien l'écran. Tu vois bien? Oui, je veux bien, je fais le Ok, foot. Mhm. ok, parfait. Bah donc, globalement, ça se découpe en plusieurs parties. Donc, comment je me rémunère sur bah, effectivement la solution, donc en one shot. Et il y a une deuxième partie, globalement, c'est le suivi. Donc voilà, si tu souhaites un suivi, donc c'est-à-dire un accompagnement pour mettre tout ça en place, un suivi trimestriel pour regarder les performances, un rappel pour faire les rééquilibrages, une assistance, etc. Si tu as un certain nombre de questions, voilà, tout ça est compris dans le suivi. Et donc là, c'est un abonnement trimestriel. Et puis il y a aussi autre chose euh, dont je pourrais parler prochainement et que je présente en général après un certain temps, une fois que la personne a de la confiance, c'est que voilà, j'ai une autre type de gestion qui est un peu plus active, donc pas basée sur des ETF, où ici en fait, j'utilise bah, voilà, une autre stratégie où je vais dire ok, il faut acheter telle ou telle action selon ma stratégie. Et derrière ici, comme c'est une stratégie beaucoup plus active, je prends justement des pourcentages.
et ça me permet d'avoir plus la mainmise sur ce qui se passe. Et donc concrètement, ici, sur le long terme, c'est pas super intéressant le portefeuille passif, mais derrière, voilà, c'était un patrimoine assez intéressant qui peut te diversifier avec une stratégie secondaire en bourse. Donc voilà, et voilà, comme ça, Dans les t'as grandes un peu lignes, une idée de tout ça. au Comment? niveau des dans les grandes lignes, au niveau des tarifs, Yes, dans les grandes lignes, du coup, à part pour le portefeuille passif, ici, donc pour obtenir la solution, globalement, c'est 1 700 euros. Et pour le suivi, ici, on parle de 200 euros par trimestre. Et puis derrière, après, mmh, une fois que tu auras commencé à avoir des rendements, tu verras que ça se passe plutôt bien comme on l'a vu en visio. Et ben à ce moment-là, on pourra parler pour diversifier avec une autre stratégie. Donc je t'ai rapidement dit les lignes. Voilà, j'ai d'autres slides et ça, je pourrais te présenter une prochaine fois. Et comme ça, voilà, t'as déjà une idée de ce que je propose. donc ça veut dire que sur un portefeuille de 10 000 €, mes frais d'entrée, c'est 17. Yes. Alors, euh, déjà, il faut savoir qu'il Gestion, faut pas prendre un... c'est 0. Ouais. Comment? Les mes frais de gestion annuels, c'est 0,8. Alors ici c'est quand même une structure très différente, c'est pas forcément comparable. En fait, si c'est comparable parce que oui, c'est comparable parce que on met les pinceaux ici. Voilà. Donc en fait, par exemple, si tu compares à une banque, c'est vraiment une récurrence. Tu as 0,8 ou 1, 2, 3% par an. Et quand tu fais des simulations, d'ailleurs, je pourrais t'envoyer un document dessus. Quand tu fais des simulations, la récurrence, ça tue plus que vraiment un tarif one shot. Donc finalement, quand tu payes au début une certaine somme qui peut paraître plus élevée que par exemple chez les banques, en fait, tu ne payes plus les années qui suivent et au final, Mmh. tu amortis cette solution, voilà, après la première, deux, trois ou quatrième Ouais, année, j'en sais rien. d'accord. Et alors que, au contraire, avec la récurrence des frais bancaires, par exemple, les frais sont toujours présents et en fait, ça va venir impacter les intérêts composés, ce qui finalement est la chose la plus précieuse quand tu investis. Et donc, en fait, l'idée derrière, Mmh. c'était vraiment de préserver les intérêts composés. Et donc là, tu peux dire, OK, ça représente 17% sur un portefeuille de 10 000 euros. Mais il faut savoir que j'ai quand même eu pas mal de clients qui n'investissent pas beaucoup et qui l'ont quand même pris. La raison derrière, c'est que quand tu fais des simulations et que tu regardes voilà, le rendement du portefeuille, tu peux regarder qu'en fait, la solution est relativement rapidement amortie après la première ou deuxième année et qu'en fait, plus tu restes sur le long terme et en fait, plus de fois elle amortit. Typiquement, si je te prends un exemple, j'ai un client là dernièrement voilà, qui a souscrit il y a un mois et demi. C'est vrai que lui, il a commencé avec déjà une très très grosse somme, mais en fait, en un mois, il a déjà amorti le prix de son portefeuille. Il est déjà à plus 12 000 euros de en latent. Et donc finalement, c'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. C'est vraiment est-ce que tu as amorti le service. Mmh. Et question très pratique, qui va me facturer les 1 700? Bah, concrètement, AlphaWise avec le numéro de TVA, etc., tout qui va avec. Donc, Et quel numéro de TVA? ah, tu veux que je te donne le numéro de TVA? Ouais. Yes, je vais vérifier ça tout de suite. Tac, tac, tac. Je vais faire des petites recherches sur AlphaWise. Je te fais un copier-coller sur le chat. En attendant que je retrouve mon numéro de TVA, est-ce que tu as d'autres questions par rapport à tout ça? Ça Ton numéro, te- Comment? je dis que si c'est ton numéro, ça je l'ai déjà. Tu as quel numéro?
1024 396 115. Ah, OK, très bien. Je vérifie tout de suite, mais je pense que c'est bien ça, de mémoire, ça finit par 115. Tu l'as trouvé comment? Tu as tapé sur internet comme ça? Ouais. Yes, c'est bon, ouais, c'est bien celui-là. 10, 24, 39, 61, 15, c'est ça. Et avant que tu le crées, parce que tu l'as créé il y a 2 mois et demi, Yes. oui, avec qui alors? Donc, au début, je travaillais en tant qu'indépendant, mais du coup, de à peu près janvier, où j'ai commencé à facturer, jusque juin, bah, donc là, je suis en statut étudiant entrepreneur, et donc à ce moment-là, j'avais pas encore déclaré, et puis c'est seulement en juin, dès que j'ai vu que ça intéressait, à ce moment-là, j'ai déclaré officiellement. D'accord. J'aime bien maîtriser tout ce que je fais, les décisions que je prends. Je pose pas mal de questions qui peuvent paraître intrusives. Mon modèle repose sur principalement la vente du document. Globalement, 2 choses. Bah, le premier, c'est effectivement la vente de la solution, et la Mhm. deuxième, c'est établir, forcément de la confiance, et cetera. Donc ça, c'est un peu plus long terme, qui me permettent de justement avoir, derrière une autre stratégie qui pourrait permettre de diversifier. Et il y a aussi un aspect un peu plus long terme derrière, qui est un peu plus caché, que j'en parle pas forcément. C'est que, à horizon 1 ou 2 ans, j'aimerais bien lancer mon propre fonds d'investissement, et dans cette optique-là, il faut que j'ai assez de clients déjà à qui proposer justement ce fonds d'investissement, que ce soit rentable pour moi de lancer la structure. Et donc ce projet me permet vraiment de récolter un réseau de gens qui ont déjà confiance en moi puisqu'ils investissent déjà dans ma solution, et qui pourraient vraiment souscrire au fonds d'investissement quand il sera créé. Tu veux peut-être celle d'une petite tes revenus à une plus grande structure. Comment? J'ai pas bien entendu. Elle possède une partie de tes revenus à une plus grande structure. Est-ce que je rétrocède une partie de mes revenus à une plus grande structure, c'est ça? Oui. Non, non, pourquoi? Enfin, globalement, je vois pas la raison pourquoi. Enfin, effectivement, il y a des coûts, et cetera, dans l'entreprise, mais il n'y a pas une plus grande structure derrière, euh, à qui, euh, à qui je dois donner un pourcentage, si c'est ça la question. Ouais, c'est la question, ouais. Mais ça, ce système-là, c'est un système par marque blanche, et si c'est ça la question, non, je suis pas sous marque blanche. OK. Oui, c'était ça. Je voyais, je j'aurais pas pu le voir, mais je connais le process de l'avoir, testé plusieurs fois, que tu, allez, tu des procédures d'approche client et de storytelling. Tu vois, des rôles prospects, des questions à poser, une manière Yes. de réaliser une présentation. Et donc, je me demandais qui te fournit et qui t'alimente à ce niveau-là, te donner des techniques de vente et des techniques d'attraction client. Ah, comment je me suis formé à ce niveau-là? Bon, il faut savoir que j'ai quand même plus un profil technique, donc commercial, c'est pas trop mon fort. Et en fait, j'ai décidé Mmh. simplement de processiser la chose comme je le fais pour mes stratégies, donc créer vraiment une méthodologie, et, euh, et la retravailler. Et donc, comme tu as vu, du coup, ça m'a permis ça. Et puis, faut savoir qu'il y a 2, 3 ans, j'avais travaillé dans une boîte de courtage, et en fait, du coup, j'ai pu retirer quelques techniques commerciales. Typiquement, l'une que j'ai retenue, ça s'appelle le quart d'heure d'or, qui permet vraiment de passer du temps avec le prospect et de comprendre réellement quelles sont ses attentes et si vraiment ce que tu proposes peut l'intéresser. Et, euh, et voilà. Donc globalement, c'est comme ça que je me suis formé. Après, voilà, je suis pas commercial, je reste financier. Et d'ailleurs, j'ai pas vocation à continuer à être commercial. Ça, ce serait un peu ma question finale et on termine par ça. Yes. Donc, imaginons que je décide de te faire confiance, mais finalement, quelle est ma garantie morale au fait de savoir que tu seras encore intéressé par un accompagnement dans 6 mois, dans un an ou dans 5? Donc, quelle est la garantie que moi, je serai encore présent et que je ferai encore cette activité Ouais, dans 6 mois ou un an, quoi?
une garantie morale, évidemment, puisque tu ne demandes pas de t'engager sur ton futur, Yes, bah comme écoute, c'est c'est vrai pas qu'on possible. on m'a déjà posé cette question. On m'a dit, écoute, Nathan, bah, qu'est-ce qui se passe si tu as une bonne offre dans un fonds, etc., que tu arrêtes cette activité? Est-ce que je me retrouve délaissé? Je suis perdu sans toi, etc. Euh, Ma réponse, typiquement, c'est qu'ici, on parle d'un portefeuille passif et que du coup, tu n'as pas cette dépendance à moi. Une fois que tu as le portefeuille, le but, c'est que tu aies pris le suivi, que moi, je puisse te former en fait à travers le suivi parce que c'est pas écrit, mais globalement, dans le suivi, tu es formé à passer les transactions, à penser de la bonne manière, etc. Et en fait, après un certain temps, tu es autonome et tu ne dépends pas de moi. C'est pas, c'est-à-dire après un an, si tu pars, ça va pas t'impacter du tout. Tu auras le portefeuille et tu auras les compétences toi-même pour le gérer. Donc, littéralement, je peux te dire que voilà, je vais continuer à faire cette activité, mais si on prend le pire scénario où je vais plus la faire, de toute façon, tu seras autonome et tu n'auras pas besoin de moi. OK. On va répondre à la question entre guillemets, donc le programme 1 700 €, TVA comprise. Yes. Heu, on prend combien d'heures d'accompagnement ou combien d'heures d'explication liées à la mise en place du portefeuille? Alors ça, j'ai pas mis un nombre limite, ça va varier selon les personnes. Moi, je prends le temps nécessaire. C'est ça qui est assez bien. Je prends le nécessaire, donc voilà, si tu as un certain nombre de questions, si ça te prend un peu plus de temps, etc. en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais globalement, ça devrait pas prendre trop de temps. C'est-à-dire que la première vidéo, je vais déjà t'expliquer énormément de choses, donc c'est-à-dire comment passer les transactions chez ton courtier, mettre en place le portefeuille, etc. Oui. Ouais, donc j'ai devant une notif sur mon téléphone, donc j'ai pas entendu, pendant 15 secondes. Donc je disais, Ça va pas prendre beaucoup de temps. non, ça prendra pas beaucoup de temps parce que en fait, globalement, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Comme c'est un portefeuille composé d'ETF, t'as la solution qui est déjà fournie. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste maintenir le portefeuille. Et ce que tu dois savoir faire globalement, c'est passer des ordres quand tu veux racheter dans le portefeuille. Voilà, si tu as plus de liquidité que tu vas investir, tu dois savoir faire ça. Tu dois savoir encore passer des ordres parce qu'il va falloir équilibrer. Et globalement, tu dois savoir à peu près comment fonctionne le courtier pour pas cliquer au mauvais endroit. Et donc ça, littéralement, en théorie, hein, il faut pas plus une heure et demie pour que je fasse le tour du courtier, que je te montre comment on fait. Et c'est pas bien compliqué. Et puis, si ça l'est, de toute façon, je reste disponible pour bien sûr continuer à t'expliquer d'autres choses. De toute façon, moi, c'est un domaine qui me passionne, donc je refuse jamais une question. Tu peux m'appeler, etc. Si tu as des questions, moi, j'adore y répondre. Heu, Cogite, puis je te reviens avec, une prise de rendez-vous dans ton agenda. J'ai pas bien entendu avec le micro. Oui, je cogite et puis je te reviens avec une prise de rendez-vous dans ton agenda. Yes, bah si ça te va, je te laisse cogiter et on refixe déjà une visio, comme ça fixe une deadline, et comme ça tu es déjà dans mon agenda. Est-ce que tu as déjà des disponibilités? Tu sais déjà à peu près combien de temps Jeudi prochain. jeudi prochain? À la même heure? Oui, c'est bien. Ok. Et donc ici, par curiosité, si tu me dis que tu vas cogiter, c'est que tu te poses peut-être encore des questions, parce qu'il y a encore justement des points sur lesquels tu as besoin de réfléchir. Sur les montants d'investissement. Ok. Donc toi, combien tu comptes investir au départ? Donc c'est plus un aspect personnel. Oui. Ok. Ah, après, je tiens à nuancer que te sens pas forcé de mettre un certain gros montant parce que voilà, c'est 1 700 €. Il faut savoir que tu peux déjà commencer bas et une fois que tu as pris confiance, tu peux augmenter tout à fait le montant un peu plus tard. C'est le cas là d'un client qui a commencé il y a 2 mois. Il a commencé avec une grosse somme, on va pas se mentir, 220 000 euros. Mais aujourd'hui, il m'a appelé, il m'a dit j'aimerais bien mettre plus. Et donc finalement, ça te permet vraiment de mettre en jambe, de voir un petit peu les résultats, de voir que tout ça fait du sens, que ça se matérialise bien.
Et, euh, et donc voilà, t'es pas obligé de commencer avec 500 000 euros directement. Donc pas de pression là-dessus. De toute façon, ça dépend Ouais. que de toi. Moi derrière, c'est ça l'avantage, c'est que comme je prends pas un pourcentage, je suis pas impacté par cette décision-là. Et, euh, et donc pas de pression à avoir là-dessus. Ok. Mais l'idée, quand on fixe le rendez-vous, c'est qu'on puisse souscrire. Yes, l'idée quand on fixe enfin, tu veux dire le rendez-vous la semaine prochaine? Ouais, C'est ça, l'idée, bah, après, si tu me dis là que tu es intéressé, je peux déjà faire le devis et que en fait, ce sera encore mieux si la semaine prochaine, on commence à mettre en place tout ça ensemble. Donc le portefeuille, le courtier, etc. Entre-temps, voilà, si tu as déjà pris ta décision d'ici la semaine prochaine, je peux t'envoyer, d'ailleurs, je vais pouvoir prendre ton numéro, je peux t'envoyer justement un courtier si tu n'en as pas déjà un. Comme ça, tu peux déjà ouvrir ton compte et ça ira plus vite. j'ai déjà Revolut, j'ai déjà encore une autre plateforme dont j'ai oublié le nom. Euh, Les Giro, Il y a peut-être? Rabobank. Boléro? Non, non, pas Bolero. Anciennement, c'était Bing Bang. Ouais. Ouais, ça, c'est Saxo, ça raconte Saxo. Saxo Bank. Ah ouais, Saxo Bank, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Ok, ok. Bah écoute, J'ai un compte chez Saxo, j'ai un compte chez Revolut. Donc, et j'aimerais bien utiliser une des plateformes que j'ai et pas Interactive Broker, par exemple. ok, bah de toute façon, ça me pose aucun problème, hein, en vrai, moi, c'est juste, je donne un conseil parce que je l'utilise et je sais que quand on met des fonds assez importants, les frais sont les plus bas là-bas et c'est une plateforme qui existe depuis 40 ans. Mais derrière, ouais, moi, complètement, ça change rien à ma vie. C'est juste, voilà, c'est juste Ok. un conseil. Et tu as une préférence entre Saxo et Revolut? Je dirais Saxo quand même. Ok. Je dirais Saxo. Ça, bah, je vais trouver mes accès. Mais oui, donc Pour, alors, bah, ouais. ce qu'on peut faire la semaine prochaine, voilà, si pris de décision, c'est que on enchaîne directement. Tu as déjà les fonds sur Saxo, et puis concrètement, on met en place directement. Entre-temps, d'ici la semaine prochaine, ce que je peux faire, c'est prendre ton numéro de téléphone. Ouais. Et si voilà, au moment où tu cogites, tu as déjà pris la décision, je peux déjà t'envoyer le document avec toutes les informations. Déjà, Entre-temps. de toute façon, je peux avoir une lecture préalable. Comment? Et envoie-le-moi de toute façon parce que je souhaite avoir une lecture préalable. Yes. Non, mais je veux dire le document avec les détails du portefeuille. Oui, ok, je prends que ton devis, conditions générales et autres. Ouais, c'est ça le devis, je vais l'envoyer. D'ailleurs, je vais le noter pour pas oublier. Hop, devis. Je t'envoie ça direct après l'appel. Alors, si tu veux bien, je peux prendre ton numéro de téléphone, comme ça, je t'envoie un message sur WhatsApp, ce sera plus facile, si ça te dérange pas, bien sûr. Ouais. 178, 78, c'est ça? ouais. Ok. 21 03 06. Donc 078 21 03 06. Non, 0478. Ah, pardon. Ok, 0478 21 03 06. Hop. Voilà, je t'envoie un message avec mon prénom et mon nom. Est-ce que tu as bien reçu? Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas, je vais t'envoyer le devis. Je sais pas si ça te va, que je te l'envoie sur WhatsApp, ça va pour toi? Bien. Ok. En tout cas, si entre-temps tu as des questions ou autres, quand tu réfléchis, n'hésite pas, je suis réactif. Je sais pas si actuellement il y a encore des choses qui te tracassent avant qu'on se quitte peut-être?
C'est clair. OK. Je te remercie pour ton temps. Bah, écoute, avec plaisir et voilà. Bah, écoute, je sais pas si, pour l'instant ça va, tu te sens, relativement chaud à commencer ou tu encore quand même, Ça me fait plaisir. OK. OK, OK. Ça va. Bah, écoute, j'ai ton contact, je t'envoie directement après l'appel le devis et voilà, donc on a déjà fixé l'appel et je te dis à la semaine prochaine du coup, si c'est OK pour toi et au plaisir. Bonne fin de journée à toi. À la semaine prochaine. Salut Brice, ciao, ciao. Bonne fin de Salut, semaine. merci. Également.